Je crois que cette salle, la Cité, et puis aujourd'hui la Philharmonie, ces salles, en même temps aussi que le Conservatoire, on est assez près du rêve qu'avait imaginé Pierre Boulez à l'époque, de ce grand centre de la musique du XXIe siècle. Moi, j'aime beaucoup ces salles, j'aime beaucoup cet endroit. Je crois aussi que c'est un très bel exemple de comment une ville comme Paris, une capitale culturelle très importante, peut me prouver aussi que ce n'est pas forcément dans les beaux quartiers ou le centre historique de la ville qu'on peut construire des lieux de culture, des lieux de rencontre, mais aussi à sa périphérie ou en tout cas dans des zones qui n'étaient pas prévues à cet effet. D'un point de vue politique et social et philosophique, je trouve que c'est aussi un magnifique projet, bien sûr, parce que ces quartiers-là n'attendaient pas finalement cette concentration de projets et d'utopie musicale. Et puis ce que je trouve très très beau, c'est qu'il y a en même temps la diffusion, l'apprentissage avec le conservatoire, et puis la pédagogie aujourd'hui. Et la Philharmonie, je trouve, donne un exemple aussi de ce que doit être une salle de concert du XXIe siècle, dans ce qu'elle peut proposer au plus haut niveau d'échange entre les pratiques professionnelles, amateurs. Voilà, c'est peut-être le modèle idéal de ce que devrait être une salle de concert aujourd'hui. C'est un magnifique projet. Mon histoire personnelle, elle est assez proche aussi de l'évolution de ces salles et de ce projet, puisque j'ai été formé au Conservatoire supérieur de Paris, d'abord en flûte et ensuite comme chef d'orchestre. Quand j'ai créé mon orchestre Les Siècles, on a eu assez rapidement accès à tout le savoir pédagogique de la Cité de la Musique. Et donc, avec mon expérience comme jeune chef aussi à Londres avec le London Symphony Orchestra, et puis avec tout simplement aussi mes centres d'intérêt pour transmettre la musique, eh bien on s'est rencontrés au bon moment avec la Cité de la Musique, mais aussi la création contemporaine, que je pratique énormément, et puis toutes les musiques, les mélanges de musiques d'époques différentes que j'aime à pratiquer avec mon groupe Les Siècles, mais aussi avec les orchestres que je dirige. Donc c'est vrai que je me reconnais bien dans le projet de la Philharmonie de Paris. Je crois que la Philharmonie de Paris a prouvé que grâce à la construction comme ça d'une institution et d'un édifice tel qu'on a aujourd'hui, c'est un vrai appel d'air sur non seulement pouvoir combler peut-être ce qui n'existait pas avant en termes d'acoustique, en termes d'expérience de concert. Donc ça c'est la première chose. Et puis effectivement aussi sur la pratique, une nouvelle pratique de la musique, ou en tout cas une nouvelle comment est-ce qu'une salle peut faire partie de la cité dans une dimension totalement inédite jusqu'alors chez nous. C'est vrai qu'avant, on pouvait aller dans une salle de concert pour visiter un concert, et puis point, c'était tout. On pouvait peut-être boire une coupe de champagne à la pause, mais maintenant, avec la Philharmonie, ça se décline sous plein de formes. Les familles qui viennent pour préparer des concerts avec les enfants, ou bien participer à des conférences, des rencontres. C'est vraiment un lieu de vie qui est aussi un lieu de diffusion. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose, par exemple, à Londres, où je suis maintenant en poste avec le London Symphony Orchestra, le projet de la nouvelle salle, qui va avoir lieu à Londres, et ça va beaucoup s'inspirer de la Philharmonie de Paris. Il faut dire que c'est un modèle qui marque les esprits aujourd'hui et qui fascine tous les gens qui s'intéressent de près à la place de la musique dans la cité. Le fait que la Philharmonie soit placée là où elle est,
je crois que ça participe définitivement au projet. Parce que tout d'un coup, c'est faire le pari que, d'une part, la musique que l'on pratique n'est pas une musique qui est réservée à une catégorie sociale. Ça, c'est très très important. C'est un geste très 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 fort. Si la Philharmonie était dans les beaux quartiers, rive droite, rive gauche, ça dirait totalement autre chose. Là, ça veut dire n'importe qui peut y avoir accès. D'une certaine manière, ça décomplexe les gens qui se disent « Ah ben, je ne sais pas si je pourrais aller écouter une symphonie de Brahms ou de Beethoven alors ne connaissant pas la musique. » Donc ça, c'est un geste très très fort. Et je reviens là de Vienne, où j'ai dirigé. J'ai rencontré des grandes personnalités du milieu musical à Vienne et qui réfléchissent maintenant, alors que Vienne est une beaucoup plus petite ville où toutes les grandes institutions musicales sont regroupées dans le centre historique. Et les prochains projets de bâtiments musicaux, définitivement, ils veulent s'inspirer du modèle parisien parce qu'ils comprennent l'enjeu, un enjeu social très 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 fort. J'ai une situation assez idéale, je trouve, de pouvoir travailler beaucoup dans un pays, l'Allemagne, qui est peut-être la capitale mondiale pour la musique et pour les orchestres. Et en même temps, de vivre tant que je peux en France et à Paris, mais je suis parisien, donc je suis très heureux de vivre dans ma ville d'origine. Et puis d'avoir une activité dans plusieurs pays avec des orchestres que j'affectionne particulièrement et avec lesquels j'ai tissé des liens très intenses au fur et à mesure des années. L'Allemagne, c'est un pays fascinant pour ce qu'elle arrive à mettre en œuvre pour la musique. C'est certainement dû à son histoire millénaire, à son histoire aussi très proche d'après-guerre. Ce pays qui a été quand même un pays totalement dévasté après la Deuxième Guerre mondiale, a dû reconstruire une identité, une culture, et la musique a été un élément essentiel de cette recherche de nouvelles identités. Pour ces raisons-là, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un pays qui est fascinant pour la musique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, par exemple à Cologne, mais aussi dans les autres orchestres avec lesquels je travaille, à Berlin ou ailleurs, il y a des conditions de travail extraordinaires. On a des salles de concert merveilleuses, les orchestres sont d'un niveau vraiment très 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 élevé, et puis le public est très différent. Quand dans certains pays on joue une fois un programme ou deux, en Allemagne on les triple ou on les quadruple. Et puis les orchestres font partie de la vie des gens réellement. Et ça je l'ai vraiment expérimenté quand je suis arrivé à Cologne, puisque le Gürzenich Orchester, qui est donc l'orchestre dont j'ai la charge à Cologne, est une institution très, très ancienne où les abonnements se transmettent de génération en génération. Donc vous avez finalement un orchestre symphonique dans une ville ou dans une région qui a une place particulière dans certains foyers. Et ça, c'est extraordinaire. On ne connaît pas ça, par exemple, en France. Et puis, je dirais, généralement, une place pour la musique. Je raconte souvent cette histoire, mais quand vous prenez le taxi et que vous demandez à aller à la Philharmonie à Berlin ou que vous sortez de la gare à Cologne et que vous avez les panneaux montrant la Philharmonie, voilà, la musique fait partie de la vie des gens, de la cité. C'est peut-être la chose la plus, la différence la plus marquée entre la France et l'Allemagne. Mais ceci dit, en France, il y a aussi une extraordinaire approche de la vie musicale qui est très différente, beaucoup plus spontanée quelquefois. C'est-à-dire, c'est les défauts des qualités et les qualités des défauts. En France, la musique est quelque chose qui est
euh, moins ancrée certainement dans la culture générale, mais du coup où on peut se donner des moyens plus exceptionnels qu'en Allemagne ou en Autriche sur certains projets. Il y a un engouement qui peut être plus latin et plus spontané chez nous. Alors, Cologne, c'est une philharmonie, c'est une salle qui a 30 ans. On a fêté ses 30 ans l'année dernière. C'est une des plus belles salles du monde, vraiment une salle magnifique, en amphithéâtre, très chaleureuse, dont moi j'adore l'acoustique. Et alors, qui est vraiment pratiquement, qui touche la gare et la cathédrale. Alors, quand on arrive à Cologne, déjà, on sent l'odeur des saucisses dans la gare, c'est la première impression qu'on a. On voit cette grande cathédrale, ce monument absolument magnifique. Et puis juste à côté, il y a ce bâtiment un peu, pas caché, un peu donc moderne, où on ne peut pas vraiment distinguer le musée Ludwig, qui est un grand musée d'art moderne, et la Philharmonie. Et cette philharmonie, c'est une des salles les plus visitées d'Europe, c'est-à-dire que, je ne sais pas le nombre de concerts, mais c'est gigantesque. Tous les orchestres du monde visitent cette salle, certainement grâce à ses qualités acoustiques, aussi parce que Cologne est une ville c'est un carrefour dans l'Europe où on passe avec plaisir. C'est l'Allemagne, mais c'est très très près de la France, et de la Belgique et de la Hollande, etc. Et cette salle, donc avec le Gürzenich Orchester, on est les premiers résidents dans la salle, c'est-à-dire qu'on a une grande série d'abonnements depuis l'ouverture de la salle. C'est mon orchestre qui l'a inaugurée alors, donc quand elle a été créée. Et c'est une salle qui permet beaucoup de choses. Et notamment, moi, quand j'ai commencé mon mandat de Kapellmeister avec cet orchestre, j'ai voulu aussi réintroduire beaucoup la création contemporaine, parce que c'est un orchestre qui avait un peu délaissé cette partie-là, alors qu'il avait créé des œuvres comme la 5e de Mahler ou la 3e, Don Quichotte de Strauss, etc. Beaucoup, beaucoup d'œuvres. C'est un orchestre qui a été vraiment, à la fin du 19e et au début du 20e siècle, un orchestre très entreprenant pour la création contemporaine. Aussi Brahms a créé des œuvres avec cet orchestre. Donc j'ai voulu réintroduire ça. Alors j'ai demandé à, pour moi, un des plus grands compositeurs d'aujourd'hui, Philippe Manoury, d'être compositeur pour la ville de Cologne. Et il a fait par exemple la première création, c'était Ring, une œuvre où on mettait vraiment cette salle dans toutes ses dimensions acoustiques, on la chamboulait. Et donc il y a d'ailleurs un film qui existe de cette création. Et en même temps, pour redonner un geste très fort sur la création contemporaine avec l'orchestre, et puis aussi pour rendre hommage à cette salle dans ses dimensions acoustiques multiples et pas forcément explorées jusqu'alors. Et c'est vrai que ça a été quelque chose de très fort et de très marquant pour le public et pour moi, pour l'orchestre, cette création Ring de Manoury, qui va en ouvrir d'autres, puisqu'on va continuer avec lui ce travail, et notamment sur la spatialisation aussi du son, comment est-ce que le public peut expérimenter l'orchestre dans des nouvelles dispositions. C'est un compositeur qui déjà me passionne, et puis sa réflexion sur la perception du son, c'est quelque chose qui est fondamental, parce que l'orchestre est vraiment une machine dont on n'a pas encore exploité toutes les ressources. Et cette réflexion qu'il a, et surtout plus qu'une réflexion, cet art qui met en mouvement avec cette interrogation sur la provenance, l'origine des sons dans une salle de concert, est quelque chose qui, moi, m'a absolument bouleversé. Quand on a fait la création de Ring, des gens sont venus me voir en me disant « mais c'est la première fois dans une pièce d'orchestre où on est à ce point surpris et envoûté par la source des timbres ». C'est vrai que quand on voit des instruments et qu'on perçoit leur son, il y a quelque chose d'attendu, puisque le simple fait de voir les instruments, et voilà, on peut s'attendre à ce qui va sortir. Là, avec cette nouvelle pièce,
il y avait comme on ouvre une boîte de Pandore sur le champ des possibles pour l'orchestre symphonique. Donc avec Philippe, oui, on a pensé à un grand cycle d'œuvres. Donc il a intitulé la trilogie de Cologne. Donc il y a une pièce qu'on avait faite ensemble aussi, que je lui avais commandée quand j'étais à la radio de Freiburg et Baden-Baden, qui s'appelle In Situ. Il y a donc ce deuxième volet Ring, et puis le troisième qui va être une grande œuvre pour chœur, pour acteurs, grand orchestre et électronique. Et donc on va créer à Cologne, et on a le grand plaisir de l'amener à la Philharmonie aussi à Paris. Et donc ça va être une œuvre qu'il est en train de travailler et où la notion de voyage, ou en tout cas la thématique de la migration, qui est quelque chose aussi qui est très 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 importante en Allemagne aujourd'hui, va être aussi une donnée très très importante de cette œuvre. Donc c'est une œuvre qui est en train d'être conçue pour la Philharmonie de Cologne, et en sachant aussi qu'on va venir à Paris et qui va clore avec le concerto pour flûte qu'il écrit aussi pour Emmanuel Pahud, voilà, qui va être la trilogie de Cologne. C'est un magnifique orchestre, peut-être un des plus beaux du monde, avec une philosophie extraordinaire. Et puis, à un moment donné où Sir Simon Rattle commence son mandat, donc c'est un musicien que j'admire depuis très très longtemps, et qui, à lui seul, est une sorte de tsunami pour la vie musicale en Angleterre, puisqu'il arrive après ses années à Berlin, et il a envie de revenir au pays d'une certaine manière, et il a envie de venir pour que la musique soit encore plus importante dans ce pays. C'est vrai qu'on pense souvent que l'Angleterre, après les années Thatcher, ça n'a pas été glorieux d'un point de vue de l'enseignement des arts et la place des arts dans la société. Et je crois que c'est aussi ce projet qui est fascinant pour moi comme premier chef invité, puisqu'il y a le projet de cette nouvelle salle à Londres. Donc on travaille à ce qui va pouvoir animer cette salle, quelle dimension, quel public, quel lieu aussi. Et puis aussi toute une interrogation sur le format des concerts, le répertoire. On parle énormément, alors ça aussi j'ai découvert, je connaissais Simon de Berlin quand j'ai fait mes débuts avec le Philharmoniker, où je l'avais rencontré pour la première fois. Mais là, j'ai la chance de pouvoir travailler avec lui et je me rends compte à quel point il est investi dans chaque projet, des programmes. On passe beaucoup de temps à discuter de ça, et ça c'est passionnant. C'est très inspirant pour moi, et en même temps, c'est aussi intéressant, je crois, pour l'orchestre d'avoir des personnalités qui peuvent se compléter à la tête de cette institution. Moi, je crois que chaque orchestre a toujours son identité. Alors, l'identité, avant, certainement que l'identité sonore d'un orchestre, on pouvait la reconnaître au timbre. Par exemple, quand vous prenez les orchestres français jusque dans les années 60, on pouvait très certainement reconnaître le hautbois français, le basson, même le cor, au timbre, à la manière de jouer, l'usage du vibrato, etc. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile de n'avoir cette reconnaissance que par le timbre. En revanche, la manière de jouer, pour moi, on reconnaît toujours la signature d'un orchestre. Parce qu'on ne fait pas la musique de la même manière à Berlin, à Londres, à Paris, à New York ou à Tokyo. Définitivement, la manière de faire de la musique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, par exemple, on peut reconnaître des orchestres latins, on peut reconnaître des orchestres germaniques aussi, avec des références esthétiques ou sonores. Par exemple,
Quand vous allez à Dresden ou à Berlin, on reconnaît une certaine noirceur de la sonorité des cordes ou des cuivres, etc. À Londres, il y a toujours eu une tradition de brillance du jeu, c'est-à-dire des cordes qui sont toujours lumineuses, des instruments à vent. Alors pour les cuivres, il y a une grande tradition de musique d'harmonie dans les villages au Royaume-Uni. Et puis les bois, une grande noblesse avec une certaine puissance du groupe des bois. C'est toujours ce qu'on peut dire de l'orchestre de Londres, le LSO. C'est un orchestre fascinant aussi par ses qualités sonores, par sa virtuosité. Et alors, aujourd'hui, il faut dire aussi, c'est peut-être un des orchestres les plus caméléons du monde. Et ça, c'est une grande qualité, c'est-à-dire un orchestre qui arrive à s'adapter si rapidement à l'enveloppe sonore, au vocable de telle ou telle musique. Et par exemple, dans la musique française, ils sont extraordinaires. Dans la musique contemporaine, je me souviens quand j'ai pu faire des grandes pièces de Berlioz, de Ligeti ou de Boulez, une brillance de jeu extraordinaire. Dans la musique romantique allemande également, ils sont... voilà. Donc ils ont cette force particulière d'adaptation fascinante. L'idée des siècles en 2003, c'était quand même, il y avait une idée très précise, c'était le répertoire, et puis c'était une utopie. Voilà. C'est-à-dire, moi j'étais un jeune chef qui commençait, et puis j'avais toujours eu le rêve d'un orchestre qui puisse embrasser les différentes musiques que j'adorais, à un niveau d'excellence que j'imaginais, c'est-à-dire et d'utopie, sur instruments d'époque, chaque répertoire. C'était une sorte de synthèse des goûts que j'avais comme jeune musicien et une vraie utopie parce que en 2003, quand on a commencé, il y avait réellement ceux qui faisaient la musique baroque et puis il y avait ceux qui faisaient la musique contemporaine et au milieu, ceux qui faisaient le répertoire dit traditionnel des grands orchestres symphoniques. Donc c'était une utopie, mais je dois dire, quand on a commencé en 2003, on a commencé vraiment de rien. Et c'était une bande de copains et on répétait dans ma maison d'alors. Voilà, les moyens n'existaient pas et comme je dis souvent, de créer un orchestre, c'est pas difficile. Ce qui est difficile, c'est d'arriver à développer le projet. C'est un orchestre de projet, comme il en existe sur le fonctionnement beaucoup aujourd'hui, mais dont le cahier des charges artistique est vraiment et reste toujours singulier et unique aujourd'hui. Et je suis très fier de ça. Alors un orchestre de projet, ça veut dire quoi? C'est en opposition à un orchestre qui travaille tout le temps. Et je dois dire que c'est le projet musical de ma vie, ça c'est sûr. Les siècles, c'est ma base. Et d'ailleurs une base extrêmement inspirante, exigeante pour moi en tant qu'artiste et chef d'orchestre, et puis stimulante. Parce que cet orchestre, c'est une sorte de miroir aussi de qui je suis finalement. Parce que quand on est chef d'orchestre et qu'on se promène d'un orchestre à l'autre, bien sûr, en tant que directeur musical, par exemple à Cologne ou avant à Freiburg, ou mon travail à Londres, on peut imprimer certaines choses quand on travaille au long cours avec un orchestre. Mais là, c'est un orchestre que j'ai créé et qui
colle tellement à mon travail que c'est vraiment un vrai miroir de ce que je suis aujourd'hui comme musicien. Donc un orchestre de projet, c'est une sorte de bande de mercenaires qui se retrouvent, mais je suis aussi très fier que c'est vraiment pratiquement la même équipe qu'au début. Donc on a fait tout ce voyage ensemble et on a à cœur de se retrouver pour les projets qu'on monte ensemble par session. Donc on fait des blocs de travail, on a les plannings relativement en avance, les musiciens sont regroupés et puis on part en tournée ensemble. Voilà, c'est une sorte de compagnie de théâtre quoi, au niveau orchestral. Le Sacre du printemps de Stravinsky et puis toute cette aventure des ballets russes qu'on continue d'ailleurs de jouer, ça a été un projet très 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 important pour nous. Et je crois aussi que l'orchestre a vraiment été identifié aussi à un moment donné très fortement sur ce projet-là parce que euh, euh, Beethoven, Mozart, bien sûr la musique plus ancienne, même jusqu'à Berlioz, les autres orchestres avaient déjà fait ça. Mais Stravinsky, Ravel, c'était quelque chose qui était encore inexploré sur ces instruments français de l'époque. Et l'orchestre s'est fait connaître énormément grâce à ces projets-là. Mais il y a tellement d'autres projets qui vont venir et qui ont déjà existé et qui sont vraiment excitants pour moi comme chef d'orchestre et comme directeur musical. Et c'est drôle parce que je dis orchestre de projet et je parle des projets musicaux, ça prouve bien aussi déjà ce qu'est les siècles et aussi comment, d'une manière générale, j'appréhende mon activité. C'est-à-dire que je n'aime faire ce que je fais que quand je le considère comme des projets et pas quelque chose qui se répète ou il y a une notion de routine. Ça m'ennuie totalement. Le mot projet me correspond très bien. Le Sacre du printemps et puis les trois ballets de Nijinsky, c'est-à-dire Jeux et le Prélude à la première faune, on va le donner en Chine avec Dominique Brun et sa compagnie, un projet qu'on avait fait à la Philharmonie de Paris, tout à fait. Et ça, on est très très heureux de pouvoir amener en Asie ce magnifique projet. Donc l'orchestre reconstitué de l'époque de Stravinsky et la chorégraphie et les décors et les costumes aussi reconstitués de la chorégraphie de Nijinsky. Moi, je suis né dans une famille de musiciens. Mon père est un grand organiste, Daniel Roth, et même avant que je naisse, je pense que j'étais complètement imbibé de musique. Alors, c'est difficile de se mettre à la place de quelqu'un qui n'a jamais été en contact comme ça, comme moi j'ai pu l'être avec la musique. Et donc moi je me suis rendu compte de ça relativement tôt, parce que j'ai enseigné la flûte quand j'étais assez jeune, et j'ai eu affaire à des enfants qui n'avaient pas de background musical. Alors tout d'un coup, j'ai dû me poser cette question, et je crois fondamentalement que toute la disposition qu'on peut souvent imaginer pour mettre en condition, pour essayer d'approcher les gens, etc., je pense que ça ne sert pas à grand-chose. Parce que la musique, c'est peut-être l'art le plus direct qui existe. Si vous comparez par exemple avec le théâtre, où il y a quand même le rempart de la langue, quel niveau de langage, quelle culture, quelle référence dans le texte, etc. Ou même l'art pictural, la peinture, c'est quelque chose qui peut bien sûr émouvoir tout de suite, mais il y a aussi une sorte d'apprentissage, d'habitude. La musique, c'est quelque chose qui peut... et combien d'exemples on a de gens qui ont été du jour au lendemain convertis ou en coup de foudre avec la musique parce que simplement ils ont été exposés au bon moment. Je crois que la principale chose à laquelle on doit faire très attention, c'est toute cette espèce de porte d'entrée qui pendant longtemps
a été sacralisée, qui a été mise à un certain niveau d'éducation ou d'exigence d'éducation, c'est là où il y a un problème. Par exemple, quand vous faites écouter de la musique de Varèse ou de Schoenberg à des enfants qui ne connaissent rien à la musique, ils peuvent être subjugués simplement parce qu'il y a le pari que cette musique-là, avec son exigence, avec sa richesse, elle peut directement rentrer dans l'univers d'un enfant. Plus on se met comme jeune adulte, comme adulte, avec des barrières de restriction finalement sur l'écoute, et plus c'est compliqué. Mais la musique, c'est pas compliqué. Alors certainement, le format des concerts, le nombre d'œuvres qu'on peut absorber, ça, il faut étudier avec soin. Et c'est ça aussi dans les concerts que j'élabore et que j'aime diriger. C'est une donnée très importante, la durée des extraits. Mais par exemple, moi j'ai beaucoup d'amis ou de collègues qui me disent: est-ce que je peux emmener mon enfant dans des répétitions ou à un concert? Moi je suis ravi, même s'il y a un peu de bruit et que les enfants sont un peu impatients. Mais je trouve que le contact, c'est la chose la plus importante. Quand on élabore des concerts pour les enfants, une action vers un public familial, il faut avoir bien évidemment à l'esprit des thématiques, un rythme dans les concerts. Qu'est-ce qu'on va pouvoir expliquer ou au contraire suggérer? Avec la Philharmonie et la Cité de la musique, moi j'ai bénéficié directement en même temps d'un apprentissage, d'un savoir-faire et d'un questionnement sur ça depuis plusieurs années et par l'intermédiaire des siècles. C'est-à-dire que tous les concerts qu'on a pu faire pour les familles ou pour les jeunes, on les a fait ensemble avec une réflexion sur qu'est-ce qu'on veut montrer, qu'est-ce qu'on veut... et c'est vrai que quand je regarde un petit peu derrière et surtout devant, on a accompli beaucoup de choses. On a testé aussi beaucoup de choses grâce à la Philharmonie. Et puis toute cette partie aussi où le public est invité à participer à certaines séquences dans le concert. Voilà, c'est une expérience qui est vraiment extrêmement enrichissante pour moi. Et alors aussi, ce que moi j'ai toujours trouvé important, c'est que quelquefois dans les orchestres, les concerts pour les enfants, pour les familles, sont confiés à des chefs assistants ou à des jeunes chefs pour un peu les tester, ou alors parce que le directeur musical ne s'intéresse pas à ça. Et moi, j'ai toujours fait l'exact contraire. C'est-à-dire que ce soit à Freiburg, à Cologne, avec les siècles, à Londres, j'ai eu à cœur toujours de mener des projets pédagogiques ou pour différents publics, parce que je trouve que c'est aussi pour les musiciens qui sont sur scène, pour le public, un geste très très fort que le chef qui dirige la même semaine une symphonie de Bruckner ou la Fantastique de Berlioz, eh bien, s'investit avec toute sa force et son énergie aussi pour aller vers des nouveaux publics. Alors, Playing for Philharmony, ça c'est un projet que j'ai créé et que j'ai proposé à notre mécène principal, la Société Générale, quand la Société Générale a commencé à nous soutenir comme orchestre les siècles. Et c'est un projet qui est, alors là, sur la musique avec les musiciens amateurs, dont je suis très 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 fier aussi, parce que c'était un pari complètement fou et qui a remporté un succès qu'on ne pouvait même pas imaginer. Mais c'était là aussi un des thèmes qui m'est très cher et que j'essaye le plus possible, malheureusement, je n'ai pas le temps nécessaire, mais de défendre et de dire haut et fort, la musique pour les amateurs. C'est quelque chose de fondamental dans la structuration d'un pays, d'une société, d'une ville. Et voilà. Et donc,
là, c'était le pari de dire, vous êtes une entreprise, en l'occurrence un groupe bancaire, nous sommes un orchestre que vous soutenez, parce qu'il faut dire que la Société Générale est vraiment un des grands soutiens, si ce n'est le plus grand pour la musique classique en France. Je fais le pari avec vous que notre orchestre peut, à l'intérieur de votre entreprise, se disperser et créer un grand orchestre et un grand chœur symphonique, et on peut faire de la musique ensemble. Et donc la première année, c'était à la salle Pleyel. Les dirigeants m'ont regardé en me disant « Ah bon, mais vous croyez ?» Et puis moi j'ai dit « Bah oui, il faut essayer, moi je suis sûr. Et on ne va pas faire de sélection, on va prendre les gens avec leur niveau, etc. » Et puis dès la première année, c'était un succès. Et puis c'est rentré dans la vie de l'entreprise d'une manière incroyable. Ils ont créé des nouvelles salles de musique au sein de l'entreprise, dans la Tour de la Défense. Des gens qui ne se croisaient jamais parce qu'ils étaient dans des services différents. Maintenant, ils parlent et ils font de la musique ensemble. Et puis bon, nous on sait que la musique et la pratique de la musique, c'est quelque chose qui peut être un liant extraordinaire dans n'importe quelle communauté. Et donc là, c'est vrai que ce projet, la musique est rentrée encore plus dans ce groupe. Et donc on a à cœur de pouvoir donner des concerts à la Philharmonie de Paris, comme on le fait de manière régulière, presque tous les ans. J'ai vu le début de Demos, même avant que Demos existe, avec les siècles et les musiciens des siècles. On avait participé à un autre projet qui ressemblait déjà à ça, et qui était une sorte de pré-Demos. Et quand Demos a commencé, moi j'ai soutenu de toutes mes forces le fait que ça puisse exister, notamment dans le département de l'Aisne, à Soissons, où on est en résidence avec les siècles depuis de nombreuses années. Et puis après ça, je suis Demos parce que plusieurs musiciens des siècles sont partie prenante de ce projet. J'ai aussi des anciens étudiants ou assistants qui sont chefs d'orchestre des orchestres Demos. Et puis je trouve le projet absolument extraordinaire. C'est un projet qui aujourd'hui rencontre un succès. J'espère que ce n'est que le début. C'est-à-dire que j'espère que grâce à Demos, on va pouvoir aussi révolutionner l'apprentissage de la musique en France, décloisonner, avoir une nouvelle approche plus libre, plus généreuse, si j'osais dire. Et puis, c'est le pari, déjà, de l'intelligence, Demos, c'est le pari de la jeunesse, et puis que la musique peut changer les enfants et donc les futurs adultes. Voilà. C'est peut-être le plus beau projet musical ou artistique de notre pays en direction des enfants de ces dernières années. C'est vraiment quelque chose que je soutiens de toutes mes forces. Mais je n'ai jamais participé moi-même, je n'ai jamais dirigé d'orchestre Demos, mais je soutiens ce projet de toutes mes forces possibles. C'est une chose extraordinaire. Et c'est aussi, ce n'est pas du tout un hasard que ça vienne de la Philharmonie. Aussi, on a évoqué déjà la situation de la Philharmonie dans Paris, que Demos soit pensé, initié dans ce haut lieu de musique, c'est pas un hasard. Et j'espère que dans les prochaines années, vraiment, ce modèle pourra conquérir encore plus et atteindre encore plus d'enfants qu'aujourd'hui. Mais c'est bien parti. J'ai l'impression que dans quelques années, tout le monde connaîtra ce mot. Ça fera partie du dictionnaire de la langue française.